Ce qui est extraordinaire, c'est quand vous abordez la peinture fin de siècle, vous allez voir de nombreuses peintures académiques, qu'on oublie parfois d'admirer parce qu'elles ont été traitées de pompiers, mais vous allez voir qu'elles étaient particulièrement perverses et sulfureuses. C'est la peinture mythologique. Vous allez me dire, on a toujours eu une peinture mythologique, certes, mais la fin 19e a multiplié les monstres chez ces femmes. Ça n'est pas une Andromaque ou une Ariane que nous allons peindre. Non, on préfère les Circé, les sirènes, les Salomé, les Judith, c'est-à-dire les meurtrières, qui tout d'un coup vont être plus sensuelles que jamais auparavant dans la peinture. Et ceci est d'autant plus vicieux, perverse, que ce sont ces personnages de la mythologie que les mêmes médecins utilisent pour faire référence à la réalité quant à la prostitution de l'époque. Vous avez un médecin du nom de William Strayed qui va écrire The Maiden Tribute of Modern Babylon. À quoi il fait référence? C'est donc le tribut de jeunes filles à la Babylone moderne. La Babylone moderne, c'est Londres. Le tribut de jeunes filles, je ne sais pas si vous vous souvenez de la légende, du mythe du Minotaure, pour calmer le Minotaure, tous les X années, on lui fournissait une dizaine de jeunes gens à dévorer. Eh bien, Strayed, dans ce livre, dans cet article, compare la Babylone moderne, c'est-à-dire Londres, à une dévoreuse de jeunes filles, comme le Minotaure d'antan, parce qu'elle dévore à travers ses bordels des jeunes filles de 13 ans. Quelques jours après la publication de cet article, qui fait fureur, on verra le débat s'ouvrir, qui terminera sur une modification du code pénal de la Criminal Law Amendment et qui immédiatement passera l'âge du consentement et donc de l'âge des jeunes filles dans les bordels européens et anglais de 13 à 16 ans. Donc vous voyez que les législateurs, les médecins passent par le mythe pour influencer sur la situation de l'époque. Le mythe semble être un produit de l'imaginaire, mais vous avez un grand anthropologue allemand du nom de Backhofer qui va écrire Das Mutterrecht, c'est-à-dire un texte sur le matriarcat, et il va réaffirmer les mythologies grecques comme étant historiques, c'est-à-dire que quand on remonte les temps darwiniens, à l'origine était le matriarcat. Toutes ces peintures reviennent à des situations où l'homme a été évincé d'un système patriarcal, ou plus exactement, on est avant le système patriarcal. C'est John Lubbock qui écrit, qui est un anthropologue, qui dit « Le patriarcat est inextricablement lié au progrès de la civilisation. Aujourd'hui est le patriarcat, avant il y avait le matriarcat. Or, ce matriarcat a historiquement existé, nous dit Backhofer dans Das Mutterrecht. » Donc, comprenez que toutes ces images de créatures extraordinaires que vous allez voir maintenant correspondent à une réalité de l'évolution. Il y a des millions d'années, nous étions où l'humanité était un matriarcat qui dépendait de femmes sorcières, destructrices et criminelles, mais ô combien désirables. Les voilà, donc le détour scientifique par la mythologie. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore, la première femme dans la mythologie grecque, a donc été ouverte par cette femme superbe, en particulier dans les peintures de Waterhouse et de Lefebvre. Elles ont les traits archétypaux du canon de beauté de l'époque, ces traits presque malingres, ces femmes fines et diaphanes qui ouvrent la boîte des maux de l'humanité, ouvrant la voie à la vieillesse, à la souffrance, à la guerre, la famine, etc. Vous l'avez également, elle est exceptionnellement exposée à la Tate à Londres. Cette Pandore en sculpture, regardez la blancheur et la finesse du corps, elle va ouvrir la boîte. Vous avez également une collection de femmes amantes, exultant en présence d'un serpent, des sortes de femmes phalliques, quelque part, extraordinaires. Von Stuck, qui est un grand peintre allemand qui fait partie de la sécession et du Jugendstil allemand,
va peindre en série ces péchés. Il y en a des debout, il y en a des couchés. Pourquoi? Parce que le public adorait ça, le grand public. Et regardez le péché ici avec ce serpent qui vous nargue et qui vous confronte. Il était, et il existe toujours, avec ce cadre extraordinaire. Donc imaginez dans la même pièce la femme anabolique et l'autre en face. On a ces deux versants de la femme, dangereuse d'un côté, mais si désirable, et l'anabolique qui, elle au moins, défend les couleurs du drapeau français ou anglais en maintenant sa condition de femme anabolique et donc de bonne mère. Vous avez ici toujours de von Stuck l'enfer, une femme qui semble là encore exulter et prendre plaisir à sa présence dans les enfers en présence du serpent que vous devinez ici, alors que les hommes souffrent. Le jardin des Hespérides de Frederick Layton. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les nymphes ici sont, et en tout cas celles au centre, enlacées par un serpent. À gauche, vous en avez une qui chante, qui pourrait être une sirène. À droite, c'est une sorcière ou une magicienne qui semble préparer une potion, telle Circé. Et au centre, cette femme phallique. Donc même pour représenter le jardin des Hespérides, qui n'avait rien à voir avec ces monstres, on revient dessus parce qu'à l'époque, même à la Royal Academy, on adore ça. Gabriel Ferré, Salammbô, relisez Salammbô de Flaubert, la scène n'existe pas, mais prototype de femme, archétype de femme sensuelle, la voilà avec son serpent. Jean Delville, un des grands maîtres de la fin de siècle et du symbolisme, pareil, l'idole de perversité. L'idole, on a donc une forme iconique de la féminité, mais cette fois de la féminité perverse avec ses yeux de serpent. Vous avez Lilith, je ne sais pas, il y a des enfants qu'on appelle aujourd'hui encore Lilith. Pense-t-on à qui est Lilith? Effectivement, elle n'existe pas dans la Bible canonique, elle est dans la Bible de Tob, elle est dans certains textes du Talmud, elle a été redéveloppée par la Kabbale juive. Qui était Lilith? Lilith était la première femme d'Adam, avant Ève, mais contrairement à Ève, elle était faite de la même terre. En d'autres termes, elle était aussi première que l'était Adam et n'avait pas de raison de se soumettre à Adam. Sexuellement, elle voulait le chevaucher comme lui, horreur. Elle refusait de lui obéir, horreur. Elle divorce. Dieu tenta de les réconcilier. Ce fut un échec. Elle échappe donc à la domination du mari. Elle va retrouver Satan, copuler, accoucher de troupeaux de succubes et d'incubes et viendra tuer les nouveau-nés dans les premières semaines de la vie. C'est un monstre tueur, criminel, hypersexuel, et pourtant la voici représentée. John Collier, Lilith ici à gauche, elle était censée avoir la peau noire quand Ève avait la peau claire, par contre elle avait les cheveux rouges. Vous la retrouvez également chez Kenyon Cox à droite. On peut même aller plus loin encore. Carlos Schwabe nous fait une méduse. Méduse, vous la retrouvez de l'Antiquité en passant par la Renaissance jusqu'à nos jours, représentée. Mais jamais auparavant avait-on des bouches ouvertes de serpents qui ressemblaient à des vagins. Quant au retour d'Ishtar par Fernand Kopf, Ishtar était une femme qui représentait l'indépendance, qui était un symbole de la liberté du principe féminin par rapport au principe masculin dans les légendes mésopotamiennes. Et effectivement, ici, elle assume une totale liberté de l'homme puisqu'elle semble pénétrée par des racines ou des cheveux d'une tête souffrante et décapitée. Encore une fois, on adore ce genre de choses à la Belle Époque et c'est une œuvre qu'on rattache à l'Art Nouveau. Une autre des créatures qui va réapparaître, la grande figure biblique de Salomé. Salomé, je vous rappelle, obéit à sa mère Hérodias qui lui demande de danser devant Hérodote, de le charmer dans le plein sens du terme et de lui demander ce qu'elle obtiendra, la tête de Saint Jean le Baptiste. Quand vous regardez les Salomé de Cranach, de Titien ou de Fra Lippi, Fra Lippi, on pourrait s'attendre de la part d'un moine, on pouvait s'attendre à ce genre d'image, mais il avait une vie qui n'était pas tout à fait monacale. Et pourtant, lui aussi, comme les autres, représente, ma foi, une Salomé très respectable.
Par contre, la Salomé fin de siècle, celle que Huysmans, à travers le personnage de Désessinte, dans là-bas, appellera la déesse de l'immortelle hystérie, ce qui veut dire qu'on l'admire, cette hystérique, eh bien, est représentée par Gustave Moreau plus luxuriant, enfin plus belle que jamais, plus brillante, plus belle et plus ornementée que jamais. L'autre grand personnage biblique, c'est Judith, qu'on appelle parfois Salomé. Judith était cette fois une juive pieuse et veuve. Pour défendre sa ville assiégée par les Assyriens, elle va séduire le capitaine des Assyriens, Holoferne, et obtiendra sa tête. Regardez comment Klimt la représente. Sur la droite, vous la voyez avec cette griffe comme un oiseau de proie, et sur la gauche, elle est représentée comme une femme de luxure avec ce travail de dorure propre à Klimt. Et puis si vous regardez le visage, il est d'une expression orgasmique, la bouche entrouverte, les paupières tombantes. Jamais Salomé n'avait été aussi sensuelle, ni Judith d'ailleurs. Voici encore une dominatrix dans toute sa splendeur, cette fois la version de Théodore Rivière. On aimait beaucoup à l'époque mélanger les matières. Vous avez un bronze avec de l'ivoire, la blancheur toujours de cette femme et la dureté du bronze qui se coordonne ici avec Mathot qui se lance à ses pieds. Autre personnage très fréquent dans la fin du 19e, c'est le personnage de Circé. Circé, la magicienne, qui est donc cette femme dans l'Odyssée qui transforme les hommes qui boivent sa potion magique en animaux, en cochons, en lions ou autres. Donc finalement, c'est une femme qui les entraîne vers une évolution, enfin un retour vers l'animalité primitive de l'homme. Donc, dans l'imaginaire du 19e siècle, cette magicienne qui ici n'a rien d'une femme sensuelle, ou en tout cas pas autant que celle qu'on va voir, devient le prototype de la femme qui va ramener l'homme à son état primitif. Et d'ailleurs, dans le William Acton, qui est ce gynécologue dont je vous avais parlé, va travailler avec les législateurs anglais pour contrôler le mal vénérien, et il dit que la prostitution touche tout le monde, car tous ont bu sans relâche, à tout âge et sous tout climat, à la coupe de Circé. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'ils ont tous bu à la coupe de Circé? Il veut dire qu'ils ont tous été voir des prostituées, parce que finalement, pour ces hommes, je vous l'ai dit, ils utilisent la mythologie grecque pour adresser des problèmes contemporains. Les voici, nos Circé, dans la version de John Waterhouse, elle est superbe. Et vous avez cette autre de Waterhouse, Circé offrant la coupe à Ulysse. Et vous voyez Ulysse qui est ici, mais qui est protégé, qui pourra enfanter un certain nombre d'enfants avec Circé sans pour autant être contaminé, sans pour autant être envenimé par la potion magique et le poison. On adore se faire peur. Et puis vous avez la version de Franz von Stuck, Tilla Durieux en Circé. Tilla Durieux était une actrice, mais je ne pense pas qu'elle était courtisane. Elle a été mariée à plusieurs reprises, mais on ne la connaît pas en tout cas comme grande courtisane. Par contre, regardez comment elle attire l'homme. Ici, c'est la prostituée dans toute sa splendeur. L'autre grande figure fin de siècle, ce sont les sirènes. Là encore, on parle des sirènes dans les textes sur la prostitution. Vous avez ici un texte d'un certain William Bevan sur une étude sur la prostitution à Liverpool qui écrit « L'homme déambulant dans les rues, attiré par les sirènes qui charment autant qu'elles détruisent ». Donc pour parler de la prostitution, on parle des sirènes. Les voici mises en peinture par Draper. Ulysse et les sirènes, donc, regardez la beauté de ces femmes et l'attraction pour elles des hommes. Ce sont les prostituées. Et d'ailleurs, quand on voit ce Otto Greiner dans sa version d'Ulysse et les sirènes, jusque-là, je connaissais les sirènes qui chantaient, sous forme de femmes poissons ou sous forme de harpies, d'oiseaux également, on les représente, mais jamais une femme, une sirène qui montrait à ce point ses atouts. Vous voyez que la conception de la sirène fin de siècle est très différente de celle qu'Homère décrit dans l'Odyssée. Des sirènes, vous allez en avoir à la tonne.
Voici celle-ci, regardez la sensualité, la courbure de cette femme phallique qui l'entoure pourtant de sa queue. Vous avez celle de Waterhouse, cette autre sirène qui est un corps hermaphrodite. Finalement, elle est à la fois femme et à la fois homme. Elle s'autosuffit avec cette queue qui l'entoure. Vous avez également l'équivalent des sirènes, les petites nymphes qui vont amener l'homme au fond des yeux et des eaux et tuer Hylas. Eh bien, regardez le prototype de ces femmes, la poitrine, la blancheur, l'aspect diaphane. Ce sont exactement celles auxquelles les jeunes filles tentaient de ressembler à travers Ophélie. Le dernier des personnages que je vais vous présenter, des grands tueurs, enfin presque, en tout cas le grand tueur de la mythologie, c'est le Sphinx. C'est exactement l'équivalent de notre femme nouvelle, c'est un monstre, le corps de lion, c'est une femme sensuelle avec cette poitrine et c'est une criminelle avec ce visage de mort. Vous avez ici l'illustration du Vice suprême qui est un livre du grand personnage symboliste qui est le Sarpe et l'Adam. Vous avez toujours avec Knopf un des tableaux les plus connus du symbolisme belge. La voici, cette caresse, mais cette caresse empoisonnée qui tue. Vous avez le baiser, le sphinx de von Stuck, ici, qui amène l'homme vers les enfers. Le rouge, regardez les couleurs, il est amené sous la terre. Vous avez cette autre version du sphinx de von Stuck. Pourquoi donc lui donner un corps d'animal? La femme sensuelle déjà en soi. Et ce sphinx, on parlait de sphinge à l'époque. Et regardez, c'était une femme qui tuait parce que intellectuellement, elle était supérieure aux hommes qu'elle croisait puisqu'elle leur posait la devinette qui marche le matin à 4 pattes, 2 pattes la journée et le soir. Donc c'était une femme effectivement intellectuelle qui l'a peint à plusieurs reprises puisque les commanditaires étaient nombreux qui réclamaient ce genre de peinture pour leurs intérieurs. Voici la version de Jan Touroup, donc Art Nouveau. Vous avez une sphinx sorcière, regardez le noir des yeux, qui semble présider à une fête de sabbat et qui torture des hommes ici présents. Personnage peu agréable. Le dernier de la série que je vais vous présenter se trouve être le vampire. On va commencer par des textes médicaux. Non, d'abord, regardons cette image. Les buveurs de sang 1898 qui avaient eu un grand succès au salon. Les femmes étaient anémiques, parfois des hommes également. Et pour soigner cet état lié entre autres aux menstruations et à leurs anémies chroniques, on leur proposait une solution, c'était de le boire, le sang chaud des bœufs dans les abattoirs. Et vous avez une scène ici, elles n'ont pas l'air particulièrement réjouies ici. Un parallèle va être fait entre ce qu'on appellerait aujourd'hui la vampire, et ces monstres, les véritables vampires. On crée un parallèle entre ces femmes nymphomanes et les vampires. Regardez donc ce qu'écrit notre médecin américain William Robinson. Une femme normale est satisfaite par des relations occasionnelles, pas plus d'une fois toutes les 2 semaines. Chez les féministes dont je parlais tout à l'heure, c'était plutôt tous les 2 ou 3 ans, donc il y a une différence ici. Mais existe une femme à l'opposé qui est un grand danger pour la santé et même la vie de son mari. Je me réfère ici à la femme hypersexuelle, à l'épouse à l'appétit sexuel excessif. C'est à elle que le nom de vampire peut être appliqué au sens littéral. Donc vous voyez que presque, enfin non, littéralement, on parlait des sirènes ou de Circé pour parler de la prostitution. Eh bien ici, une femme qui viole quelque part son mari, une femme hypersexuelle, peut être littéralement appelée une femme vampire. Tout comme le vampire aspire le sang de ses victimes dans leur sommeil, écrit-il, l'épouse vampire, la succube, c'est ces démons qui venaient chevaucher des hommes pendant la nuit et en profiter pour les tuer. La succube aspire la vie et épuise les ressources vitales de son partenaire ou victime. Donc l'équation entre la nymphomane et cette soif de liquide séminal est faite avec donc l'équation entre cette nymphomane et le vampirisme et la soif de sang. Regardons-les. Vous avez cette sculpture, regardez le vampire ou cette vampiresse qui rampe, qui est revenue à un état de primate.
Vous avez celle de Munch, vampire ou baiser, donc c'est un baiser, l'homme se soumet, elle est nue, il est habillé. Vous avez cette différence entre le côté primaire de la femme et civilisé de l'homme, qui est lui aussi emmené dans les enfers. Vous avez la version du fils Burne Jones, le vampire ici, et également celle de Félicien Rops, la buveuse d'absinthe, qui est également une prostituée. Quand vous regardez la brillance de ses yeux, elle a quelque chose du vampire. À l'époque, il y avait une écrivaine, devrais-je dire peut-être ce soir, française, qu'on surnommait Mademoiselle Baudelaire, qui a écrit des livres, La Marquise de Sade, Monsieur Vénus, qui s'appelait Rachilde, et qui a écrit un petit roman d'une jeune fille qui s'appelait La buveuse de sang, le roman, une petite jeune fille qui était au départ ingénue, qui va être enceinte et qui un soir de pleine lune, devant la pleine lune, il y avait ce cycle, ce rapport entre la lune et les menstruations de la femme, donc elle avait une relation toute particulière à la lune. Cette jeune fille avec ses ongles s'arrache le ventre, sort le nouveau-né et en boit le sang. On adore ça à la fin du 19e siècle, on est en pleine démonologie. On a là-bas écrit par Huysmans, vous avez Barbier d'Aurevilly qui fait la même chose, etc. Cette femme est donc responsable, regardez, elle est là en dominatrix, du retour de l'homme dans une société de matriarcat qui a existé, comme nous l'a dit Backhofer, qui retourne à cet état primitif. Regardez là, ce sont des bêtes. Dans un dernier temps, je vais vous montrer le bijou Art Nouveau parce que finalement tout ceci ne décorait que les murs. Maintenant, nous allons voir comment cette pensée marquée par l'anarchie sexuelle, donc tiraillée entre deux tendances et la rupture avec la norme, va décorer les épouses. Les voici. Vous avez les bijoux en particulier de René Lalique avec ces femmes qui sont des femmes phalliques et des femmes sirènes que portaient les ladies, qui pourtant étaient censées être des femmes anaboliques. Vous avez le poulpe. Alors je ne vous ai pas parlé du poulpe et j'espère que je ne vous avais pas montré cette estampe japonaise, le rêve de la femme du pêcheur. Donc quand on porte un poulpe un soir, il y a une certaine ambiguïté. On va voir des sirènes au fond des eaux avec des poulpes, on va voir des vases avec des poulpes, et puis Rupert Carabin qui a fait de nombreuses sculptures, enfin qui était comment on appelle ça, c'était un ébéniste, il a fait de nombreuses sculptures érotiques, et ici vous avez un coffre avec une femme nue sur un côté et le poulpe de l'autre, comme par hasard. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles portent un pendentif avec ce corail, se transforment quelque part en sirènes, qui portaient dans leurs cheveux des coraux, et comble du comble, le diadème en forme de sirène, vous vous transformez en reine des sirènes, c'est-à-dire en reine de prostituées, en langage médical, et la partie gravée blanche sur les côtés se trouve être en pierre d'opaline. L'opaline est une pierre qui se déshydrate facilement. Il fallait presque avoir un corps mouillé comme une sirène pour le porter. On l'a conservé dans du coton humide. Et puis, vous avez cette broche aux 9 serpents, un ornement de corsage, 21 cm de haut, c'est quand même très très grand. Donc une femme qui le portait devenait une de ces vampes, en tout cas une de ces femmes phalliques qu'on voyait en peinture. Vous avez peut-être la plus connue, la femme libellule, ornement de corsage, 23 cm. Lorsqu'on la regarde, c'est un monstre, c'est une guerrière, c'est une amazone, c'est une tueuse. La femme de la haute société, la ladylike, enfin la lady dont je parlais tout à l'heure, qui est censée être anabolique, se transforme en monstre sensuel et criminel lorsqu'elle portait ce bijou. Je conclurai donc que la rupture avec l'édifice normatif contraignant, ces normes que je vous ai présentées, a donné naissance effectivement à une anarchie sexuelle fin de siècle, consommée, vous l'avez vu, assumée pas du tout.